Bonjour, c'est Philippe Doucet. J'ai entrepris durant la Coupe du Monde 2022 de vous raconter toutes mes Coupes du Monde à moi. Alors bien sûr, c'est un mélange de moments historiques de cette épreuve magique et de moments plus personnels, du vécu, lorsque notamment j'étais sur site lors des Coupes du Monde. Alors vous pouvez regarder les 12 épisodes d'un bloc, la totale, la compile, et puis vous pouvez aussi picorer et regarder épisode par épisode selon les années qui vous intéressent. C'est ma Coupe du Monde à moi, mais c'est pour vous. Et bien sûr, vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube, Inémédia, parce qu'évidemment, on ne s'est pas arrêté à la Coupe du Monde. Il y a aussi ma palette à moi, il y a encore des tas d'autres choses à venir. C'est de la vidéo, c'est à regarder pour tous les passionnés de foot. Tout de suite contrecarrer une légende, non, je n'étais pas à la Coupe du Monde 1930. Je sais que parfois Denisot, Matou, Gilardi ont présenté les émissions en me présentant comme l'historique de Canal, l'historien du foot, celui qui sait tout sur tout, qui a tout vécu. Ah non, j'étais pas en 1930, j'étais pas sur le paquebot avec les équipes européennes qui traversaient l'Atlantique et s'entraînaient sur le pont, du coup, pour préparer la Coupe du Monde en Uruguay. Je n'étais pas là quand Lucien Laurent a marqué le premier but de l'histoire de la Coupe du Monde avec la France contre le Mexique. Pas plus que je n'ai vu l'équipe d'Italie de Giuseppe Meazza être sacrée en 34 chez elle. Pas plus que je n'étais au stade olympique de Colombes, près de Paris, pour la Coupe du Monde 38. Pas plus que je n'ai vu Léonidas, le joueur symbole un peu de cette Coupe du Monde 1938, l'attaquant brésilien qui a inventé la bicyclette et non pas le chocolat. Et qui a surtout une autre caractéristique, c'est qu'il avait voulu jouer pieds nus. La légende dit qu'il a joué pieds nus à Strasbourg dans la boue de la Méno. Et ce n'était pas le cas, puisqu'en fait, il a voulu effectivement jouer pieds nus et enlever ses chaussures qui devaient être très lourdes dans la boue. Et l'arbitre ne l'avait pas autorisé et lui avait demandé de remettre ses chaussures. En 1950 non plus, je ne suis pas au Maracanazo, au stade Maracana, quand le Brésil et son gardien Barbosa, qui en a été poursuivi toute sa vie de malheur, parce qu'il a encaissé ce deuxième but qui a permis à l'Uruguay d'être championne du monde. Et puis 1950, c'est une Coupe du Monde importante historiquement, parce que les Anglais, vous savez que la Coupe du Monde, c'est une affaire française. Jules Rimet, président du Red Star, a créé à la fois la FIFA et la Coupe du Monde. Et les Anglais ont boudé totalement cette épreuve qui n'avait même pas été inventée par eux, vous vous rendez compte, les créateurs du football. Et donc jusqu'en 1950, les Anglais ne jouent pas la Coupe du Monde. Ils viennent au Brésil en 50 et ils sont éliminés par les États-Unis. Mauvais genre. Bref, 1954, c'est bien sûr que Coxis, Puskás, je ne suis toujours pas là. Pas plus en 58, Copa Anthony Fontaine, c'est sans moi. Et par contre, c'est pas sans Pelé qui apparaît à ce moment-là et qui emmène le Brésil vers 3 Coupes du Monde remportées en quelques années. Ensuite, il y a 62 que la FIFA ose organiser quelques jours avant ma naissance. Honteux. Bon, cela dit, en 66, malgré tout, je ne suis pas là, malgré mes 4 ans, je ne suis pas là non plus, mais la palette est un petit peu présente, en tout cas 40 ans plus tard, Canal va demander à la palette de enfin nous dire si le ballon de Geoff Hurst, le fameux but qui décide de la victoire en faveur de l'Angleterre contre l'Allemagne en finale, en prolongation, si ce but est valable, si la balle a effectivement passé la ligne avec tous les doutes qu'on a toujours eu. Et la palette donc fait toute la démonstration, toute l'étude et ne démontre rien parce qu'on ne sait toujours pas. Parce qu'avec les images qu'on a, on ne peut pas statuer définitivement sur ce cas. Et puis arrive 70. La plus belle Coupe du Monde de l'histoire, sauf pour Gianni Infantino qui pense que les meilleures Coupes du Monde sont forcément celles du Russie et va bientôt être celle du Qatar, puisque avant ça n'existait pas évidemment. Donc la plus belle Coupe du Monde, 70, parce que le Brésil, parce que Pelé, parce que l'arrêt de Gordon Banks, parce que la prolongation d'Italie-Allemagne, voilà, il y a quelques moments phares et clés de l'histoire du football qui se déroule là. Et là, j'ai 8 ans et je n'ai aucune excuse. Simplement, je ne m'intéresse pas au foot à l'époque. Tout simplement. Et je ne regarde pas la Coupe du Monde 70. Je la rate totalement. Je passe complètement à côté. En 71, mon père, un jour, part au bureau un samedi et me dit « Ah bah toi, tu as de la chance. Moi, je suis obligé de travailler. Tu vas pouvoir regarder
Arsenal-Liverpool, finale de la Cup. À l'époque, il y a très peu de matchs à la télé, mais il y a la finale de la Cup. C'est un rituel. Et je ne regarde pas plus. Mais une semaine plus tard, mon père m'emmène à Diochon, au stade Robert Diochon, pour voir le FC Rouen face au Paris Saint-Germain naissant. C'est un match décisif pour la montée en D1. Et là, le déclic. À la fois le stade, malgré la défaite de mon FCR, mon club fétiche. Donc c'est le PSG qui monte en D1. C'est peut-être que le FC... Bon, bref, fantasmons pas. Bref, le stade, plus à la fin du match, les camionnettes où on vend à l'époque les journaux, les vieilles revues. Il y a peut-être des miroirs, il y a peut-être je ne sais plus exactement, il y a des journaux, j'achète ces journaux, Football Magazine, ça c'est sûr. Et j'achète ces journaux et cette double expérience, stade, l'écrit, c'est ça qui va nourrir le début de ma passion pour le foot et tous ces souvenirs que je vous raconte de Coupe du Monde que je n'ai pas vécu. Les Coupes du Monde que j'ai réellement vécues, en tout cas à travers la télévision, puisque j'ai 12 ans lorsque la Coupe du Monde va en Allemagne de l'Ouest. On se rend compte d'ailleurs tout de suite qu'il y a deux Allemagnes réellement, puisque l'Allemagne de l'Est rencontre et bat l'Allemagne de l'Ouest dans cette Coupe du Monde, mais au-delà de la dimension politique, eh bien l'Allemagne de l'Ouest remporte sa Coupe du Monde et moi je suis aux anges parce que dans ce début des années 70, j'ai pris parti pour le Bayern contre l'Ajax, qui était la grande rivalité naissante du début des années 70. Et donc je suis Beckenbauer contre Cruyff et je suis RFA contre Pays-Bas. Alors ça va à l'encontre évidemment de ma future culture foot, mais bon, je suis un gamin de 12 ans qui fait ses choix aléatoires, sans culture foot réelle. C'est bien plus tard que Johan Cruyff évidemment m'emmènera et me guidera vers d'autres façons de concevoir le foot des années plus tard lorsqu'il sera entraîneur de l'Ajax puis de Barcelone. Donc cette première Coupe du Monde, je la vis à fond, je regarde tous les matchs, je suis littéralement passionné. Et je suis aux anges en finale lorsque le Gerd Müller marque ce deuxième but juste à la fin de la première période. Et le résultat d'ailleurs, c'est que je vais immédiatement dans mon jardin avec mon boxer, qui était un excellent gardien de but, rejouer la scène des dizaines et des dizaines de fois. Au final, je rate quand même 10 minutes de la seconde période de ma première finale de Coupe du Monde. Donc, et puis l'Allemagne l'emporte grâce à Maier en deuxième période, garde l'avantage. Et donc, je suis très heureux. Je n'ai peut-être pas bien compris la révolution footballistique que représentent les Pays-Bas et Rinus Michels, l'entraîneur, à l'époque. Par contre, j'ai très bien compris que le Brésil m'a déçu d'une manière considérable. Je vis avec le mythe du Brésil, bien évidemment, qui vient de gagner quand même 3 des 4 dernières Coupes du Monde. Et le Brésil est absolument insignifiant. En fait, le Brésil a toujours été tiraillé entre deux cultures. Celle d'entraîneurs romantiques, magnifiques, les Télé Santana, Gallo et autres. Et puis, de l'autre côté, les espèces d'entraîneurs, professeurs d'éducation physique, basant tout sur le physique, etc. Et la culture brésilienne a toujours été tiraillée entre les deux. Alors, les tenants de l'éducation physique, c'est les Scolari et ce fameux Coutinho qui dirige le Brésil en 74. C'est une équipe épouvantable qui fait de multiples fautes, qui joue pas. Le Pelé est parti jouer aux États-Unis. Il n'est pas à la Coupe du Monde, il ne joue pas à cette Coupe du Monde. Et le Brésil est battu très logiquement par les Pays-Bas. C'est ma grosse déception. Passons à 78, qui est une Coupe du Monde très différente. Je suis âgé de 4 ans de plus, j'ai 16 ans et je la vis vraiment comme une fête du foot et je passe à côté d'un débat qui était beaucoup moins intense que ces derniers temps sur le côté politique. Même s'il y a les généraux en Argentine, on en parle, mais ça ne traverse pas vraiment toutes les tranches de la population et des informations. Et donc on vit cette Coupe du Monde surtout avec le retour de l'équipe de France, l'équipe de Michel Hidalgo, avec beaucoup de fraîcheur. Il y a plein de jeunesse, il y a Platini, il y a plein de choses. La qualification, qui était une vraie qualification à l'époque, il fallait vraiment se qualifier. Il fallait être premier dans des groupes difficiles. La France bat la Bulgarie dans le match décisif, avec Platini décisif une fois de plus. Et part à cette Coupe du Monde, tout feu, tout flamme. Première minute incroyable avec une action Six Lacombe et le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde. Et puis patatras, tout le reste se passe mal. Il y a l'Argentine avec ce fameux penalty pour une main de trésor qui aujourd'hui paraîtrait totalement indiscutable et qui à l'époque vous fait penser au scandale du siècle.
parce que c'est une main totalement involontaire. Alors aujourd'hui, on adore siffler toutes ces mains-là, mais à l'époque, franchement, ça paraît comme absolument scandaleux, et en plus contre le pays organisateur. Quant à l'humiliation de jouer en maillot rayé blanc et vert contre la Hongrie, là, bon, ça nous montre qu'on n'est pas tout à fait, à tout point de vue, organisation et autres, on n'est pas tout à fait au niveau de la Coupe du Monde, et qu'il va falloir, enfin, ce sont les prémices de ce qui va se passer après, mais enfin, en tout cas, l'équipe de Platini n'est que naissante, ce n'est qu'un début. Et puis, parallèlement, quand même, il y a cette Argentine, qui évidemment on assimile un petit peu à l'organisateur, qui profite de plein d'avantages. Il y a ce fameux match contre le Pérou qui permet à l'Argentine de se qualifier pour la finale, un 6-0 qui paraît un petit peu douteux, mais en dehors de ça, reconnaissant que l'équipe de Menotti, avec Ardiles au milieu, avec Kempes devant, était une belle équipe qui jouait un très bon football, et que elle ne méritait pas forcément l'opprobre qui était davantage lié au fait qu'elle représentait le pays organisateur, ce qui déjà était tout de suite suspect, et puis en plus évidemment un régime de généraux dictatoriaux. C'est un peu l'éveil d'une conscience du jeu, c'est pas encore la palette, mais je commence à avoir des goûts, et il y a deux équipes qui vont marquer les Coupes du Monde 82-86. Pour moi, ce sont deux équipes qui ne vont ni gagner, ni être en finale, c'est la France et le Brésil. Un mot sur les vainqueurs quand même de ces Coupes du Monde. L'Italie, parce que un truc invraisemblable, ils font 3 nuls au premier tour, complètement à la rue, comme le Cameroun de Roger Mila, sauf que l'un sort et pas l'autre. Ensuite, ils se retrouvent dans un groupe impossible avec Argentine-Brésil, ils arrivent à gagner à l'italienne, incroyable. Et ils vont au bout, ils finissent par gagner contre la France, contre l'Allemagne de l'Ouest en finale en 82, donc avec Paolo Rossi qui revient d'une affaire invraisemblable de Totonero, il est suspendu pour une affaire de paris sportif. Et tout le deuxième tour, il marque but sur but et il emmène l'Italie jusqu'au titre. Bon, l'Argentine de 86, c'est évidemment Maradona qui est un surhomme, qui emmène littéralement l'équipe à la victoire avec quand même l'aide de Borruchaga et Valdano. Le reste, c'est vraiment lui, comme dirait Goethals, c'est t'as Maradona, Borruchaga et Valdano, et les autres c'est des parachutistes. Bon voilà, et tu gagnes quand même la Coupe du Monde comme ça, avec parce que Maradona est dantesque et incroyable. Il y a bien sûr ce match contre post-guerre des Malouines contre l'Angleterre, où il y a le but de la main, mais qui est gommé, la main de Dieu bien sûr, mais gommé par un incroyable slalom qui est peut-être l'un des plus beaux buts de l'histoire du foot, sur 50 mètres marqué contre l'Angleterre. Passons vite pour aller à l'essentiel pour moi, qui sont deux équipes séduisantes. La France de Platini s'est qualifiée de manière incroyable dans un groupe où il y a Pays-Bas, Belgique, et il faut finir premier. Et le dernier match, enfin pas le dernier match, mais le match décisif contre les Pays-Bas, ils alignent avec des absences et autres, ils alignent un Michel Hidalgo, osent un milieu, Gengini, Giresse, Platini, 3 numéros 10. Au milieu de terrain, dans un 4-3-3, bon, c'est osé, c'est merveilleux. Platini bosse comme un fou, finit avec des crampes, tellement il défend dans ce match et il marque le coup franc décisif. Bref, c'est dantesque. La France va à la Coupe du Monde. Après un premier tour difficile, elle commence à imposer un milieu à 4 qui va être le début du carré magique. Il n'y a pas encore Luis Hernandez, mais il y a Gengini aux côtés de Tigana, Giresse, Platini. Et à l'arrivée, ça donnera vraiment une équipe spectaculaire et fantastique, avec ce point d'orgue qui est évidemment Séville. Alors on va pas te rappeler tous les épisodes de Séville, juste deux anecdotes, l'une personnelle, l'une c'est que je suis en vacances en Autriche, donc je vis le match auprès de gens qui sont pour l'Allemagne. Et ça change complètement la perspective, c'est-à-dire que je reviens en France très étonné par toutes les polémiques, en dehors bien sûr de Schumacher, ça ne m'avait pas échappé qu'il aurait dû prendre évidemment pénalty et rouge, ça il n'y avait pas de débat là-dessus sur Battiston, mais pour le reste je suis un peu étonné parce que j'ai surtout vu un match plein d'émotions extraordinaires qui aurait pu basculer d'un côté et de l'autre, alors que on m'explique que la France devait gagner 5-0, etc., et que l'arbitrage a tout fait. Bon, en tout cas c'est un match incroyable, d'émotion, de suspense et autres. Et le deuxième point, la deuxième anecdote, c'est Platini en 2005, lorsque je fais le 5x10 Platini, qui est un documentaire pour les 50 ans de Michel, et que quand je pose la question quel est le moment le plus fort de ta carrière, Michel n'hésite pas un instant, Séville. La réponse, elle tombe brute, Séville. Et c'est là où on se rend compte que le foot, c'est quoi ? C'est d'abord des émotions, des moments absolument incroyables, d'émotions,
de sentiments très forts, d'injustice éventuellement. Tout est contenu dans ce match de Séville, qui est une dramatique extraordinaire, et c'est un moment magique quelque part, même si évidemment la cruauté du résultat est terrible. Et puis l'autre moment, à mon avis du même niveau, aussi extraordinaire, c'est France-Brésil 86. Pour moi un match phénoménal qui reste vraiment dans mes mémoires. Ce sont deux très belles Coupes du Monde. Franchement 82-86, vraiment là je commence à me régaler littéralement. Ce France-Brésil il est génial, ça aurait pu faire, allez le Brésil aurait dû gagner admettons, mais 4-2, 4-3, un match ultra spectaculaire, d'une qualité extraordinaire. Le Brésil a encore une belle équipe, même peut-être sans doute même plus complète que celle de 82, et la France se met en travers de sa route et élimine le Brésil. Là aussi une anecdote, je joue un tournoi, je suis à Montrouge je crois, je joue un 15-2, un 15-3, enfin je sais pas, je suis en perf, je devrais me passionner pour ce match. J'en ai rien à faire parce que je sais que le match du Brésil commence. Je prends 6-1 au premier set et on est interrompu par la nuit, très en retard sur le programme déjà, et je demande au juge arbitre et à l'adversaire est-ce qu'on peut regarder le match parce que là j'en peux plus. Et on rejouera après à la nuit, tant pis, etc. Et bon, tout le monde accepte. Et je vis ce match qui est vraiment un monument du football, qui est peut-être sans doute mon match préféré de l'histoire de l'équipe de France. France-Brésil 86, si vous avez la cassette, allez-y. Et puis pour l'anecdote, évidemment, à la nuit largement tombée, je gagne bien sûr mon match de tennis après, survolté après la victoire de l'équipe de France. J'attaque les Coupes du Monde que j'ai réellement vécues d'un point de vue professionnel. C'est-à-dire que là, j'étais déjà journaliste, j'étais même à Canal+, même si cette Coupe du Monde 90, je l'ai vécue du premier au dernier jour. Pas le premier, j'étais pas là pour le match d'ouverture du Cameroun, la victoire incroyable du Cameroun contre l'Argentine. Et à l'époque, je suis moins touché parce que je ne suis pas encore allé en Afrique, je ne connais pas encore l'Afrique en 1990, même si je vis la passion de ce succès à travers mon ami Claude Leroy, que je connais évidemment déjà. Donc je reviens donc sur cette Coupe du Monde 90, donc que je vis sur site, mais pas pour Canal+, qui ne fait pas la Coupe du Monde, mais pour Foot Hebdo, magazine suisse pour lequel j'écris, et nous voilà partis avec toute une bande en voiture de Genève. Je les rejoins à Genève et nous allons donc à travers l'Italie jusqu'à une maison qui sera notre superbe gîte pendant au moins 3 semaines, une maison près de Vérone, remarquable, un cadre idyllique, tout se fait en voiture, on va à Vérone, à Bologne, à Turin, à Milan, beaucoup de routes, d'ailleurs un souvenir personnel un peu terrifié parce que je m'endors énormément au volant avec la fatigue, les enchaînements de matchs. Je m'endors au volant et plus d'une fois je frôle d'y passer parce que je me rappelle notamment d'une fois où je frôle un camion dans lequel j'allais m'emboutir, enfin bref. Voilà, bref, je me suis réveillé, donc tout va bien, on n'en parle plus. Mais c'est une Coupe du Monde qui est donc à laquelle j'ai un attachement très particulier, puisqu'évidemment c'est ma première Coupe du Monde, que je la vis de fond en comble, dans un super pays de foot qui s'appelle l'Italie. Mais alors, paradoxalement, il y a un contrepoint assez dramatique, c'est que c'est la plus nulle, la Coupe du Monde la plus nulle de l'histoire. Mais vraiment la plus nulle. Le nombre de bons matchs se compte sur les doigts d'une main. Le reste est une bouillie. La plupart des matchs, il n'y a pas de but. Les matchs se terminent au tir au but sans cesse, après des mauvais matchs. Ça sera une telle horreur footballistique, si j'ose dire, que il y avait une commission à la FIFA, je ne sais plus comment elle s'appelait, c'était une task force, je ne sais plus exactement, où siège d'ailleurs Michel Platini. Et c'est à la suite de cette Coupe du Monde qu'on va décider plein de choses. La passe au gardien, la règle de la passe au gardien, inspirée d'ailleurs par Michel Platini, l'interdiction de la passe au gardien. Il y a également le hors-jeu, sur la même ligne on n'est plus hors-jeu. Il y a le hors-jeu passif, quand le joueur est passif on ne les compte plus non plus. Il y a plusieurs réformes de ce type-là pour avoir plus de buts et plus de jeux, parce que cette Coupe du Monde est une véritable horreur. Alors évidemment il y a l'Italie qui déchaîne les passions. Et encore, parce que c'est une petite équipe d'Italie, alors il y a Toto Schillaci qui se révèle, donc il y a tout un truc autour de Toto Schillaci, mais c'est très difficile de dégager des souvenirs foot de cette Coupe du Monde. L'Argentine est d'une pauvreté, l'Argentine est championne du monde, elle va aller en finale, elle est d'une pauvreté incroyable, et si elle attire tous les regards, c'est d'abord parce que Maradona est en pleine crise en Italie, le voir survivre à plein d'épreuves et battre même l'Italie au tir au but en demi-finale à Naples,
Mon Dieu. Bon, là, oui, il y a de l'émotion, il y a de la dramaturgie. Mais au niveau foot, ce sera nul jusqu'à la finale avec une très pauvre finale gagnée sur un penalty de Bremeux. La RFA donc remporte cette Coupe du Monde, mais encore une fois, très peu de souvenirs très personnels. Ils sont vraiment liés à autre chose que du foot, si j'ose dire. C'est-à-dire, je me rappelle évidemment quand je vais à Cagliari, voir les tifosi italiens, les voyous, des voyous en l'occurrence, attendre les Anglais pour les tabasser à la gare de Cagliari, parce que pour s'affirmer comme un cadre du supporterisme, il faut avoir cassé la gueule des Anglais. Ouais, là, quand on en est là, là non plus, on n'est pas très fiers. Et puis à la fin, il y a quand même un bon moment, c'est que moi qui ai bossé au journal Le Sport, qui avait été une très très belle expérience, ma première véritable expérience dans le foot, 87-88. Bon, bah retrouver certains de mes confrères de l'époque qui eux sont partis au Monde ou autres, des Alain Constant, des Thierry Hubac, des Philippe Broussard et autres qui étaient partis lui au Monde également. Bref, les retrouver au moment de la finale où tout le monde se rassemble à Rome et partir faire une petite excursion sur une île tout près de Rome. Bon, voilà. Ça, c'est un peu de souvenirs personnels, mais il y en a très peu encore une fois, car c'est une Coupe du Monde qui est gâchée par sa pauvreté footballistique. C'est une Coupe du Monde un petit peu particulière pour moi. C'est la Coupe du Monde aux États-Unis et il y a un préambule assez terrifiant, un soir de novembre, un peu glacial, où l'équipe de France de Gérard Houllier est éliminée par la Bulgarie, un but de Kostadinov à la 89e minute et 59 secondes. L'Amérique s'échappe d'un coup pour l'équipe de France, du coup il n'y a pas un appétit extraordinaire autour de cette Coupe du Monde, mais moi je veux la faire. Je veux aller aux États-Unis, je veux la vivre cette Coupe du Monde, emportée aussi par l'élan de 90 et je toque à la porte de Charles Bietri. Je suis à Canal toujours, mais évidemment on ne fait pas la Coupe du Monde, donc j'écris surtout pour mon journal suisse, mais je toque à la porte de Charles Bietri et j'obtiens sur le thème culture foot, passion foot, ce qu'il respectait profondément, Charles, eh bien j'obtiens 10 000 francs de l'époque pour aider à ce voyage aux États-Unis qui sera assez long parce que en fait je pars quand même sans accréditation, donc c'est un peu compliqué. Mais j'ai le mariage de mon cousin, j'ai tout un périple à faire là-bas, donc il y a un peu de vacances, et puis je harcèle une deuxième personne qui va beaucoup m'aider dans ce voyage, je le harcèle au téléphone en mettant des milliers de pièces dans les cabines téléphoniques aux États-Unis. C'est Gérard Houllier qui est à la commission technique de la FIFA alors, et qui n'est plus sélectionneur de l'équipe de France pour les raisons que vous venez de comprendre, et toujours à la FIFA, et qui... que je vais harceler pour obtenir des billets, des accréditations pour un match de temps en temps. Alors j'arrive à avoir des matchs du Cameroun qui est à San Francisco, là où il y a le mariage de mon cousin. Donc je vais à Brésil-Cameroun. Je suis malheureusement là pour le terrible Russie-Cameroun où Salenko marque 5 buts à une équipe camerounaise absolument désastreuse dans cette Coupe du Monde. Et là, pour le coup, j'ai déjà vécu des cannes, donc je suis un peu attristé par ce qui arrive à la bande du Cameroun. 4 ans après le liste de cette Coupe du Monde où ils vont en quart de finale, c'est une sorte de désastre évidemment pour le Cameroun. Je vis aussi entre un déplacement à Las Vegas, au Grand Canyon ou autre, un super 8e de finale Argentine-Roumanie à Pasadena, au Rose Bowl de Los Angeles. L'Argentine tombe, l'Argentine diminuée par contrôle pour dopage de Maradona et qui du coup n'est pas là pour ce 8e de finale. Bref, c'est une Coupe du Monde un peu particulière. Elle est très agréable d'un point de vue humain parce que c'est un mélange de vacances, mais de temps en temps, tout d'un coup, il y a un petit coup de rush autour des matchs et je finis un petit peu en apothéose avec un passage à New York sur le chemin du retour, un passage à New York pour Italie-Bulgarie qui est une demi-finale. Parce que curieusement, en fait, la Bulgarie qui avait éliminé la France, donc d'extrême justesse, a été jusqu'en demi-finale. Également la Suède, qui était dans le même groupe de qualification. Bulgarie et Suède étaient d'inattendus demi-finalistes. Sur le plan sportif, c'est une finale beaucoup plus traditionnelle entre Brésil et Italie. C'est une Coupe du Monde pas mauvaise du point de vue du jeu. Il y a eu des choses nouvelles, on en a parlé pour 90, il n'y a plus le hors-jeu passif, alors ça occasionne un but de Romario un peu particulier contre les Pays-Bas, mais malgré tout on est sur la bonne voie, c'est plutôt du bon football.
a une lacune près, c'est que en fait les matchs se déroulent très tôt aux États-Unis pour servir les intérêts de l'Europe. Et que donc, c'est l'inverse des Jeux Olympiques, où d'habitude les horaires sont faits pour les Américains. Là, quand c'est la Coupe du Monde, les horaires sont faits pour les Européens, qui sont les télés évidemment qui rapportent le plus d'argent. Et du coup, les matchs sont très tôt aux États-Unis. Et donc, il fait des chaleurs énormes. Et du coup, c'est une Coupe du Monde où les matchs n'ont pas beaucoup de rythme. C'est des Coupes du Monde du coup assez techniques, pas inintéressantes. Et malgré une finale très pauvre entre Brésil et Italie, au moins on se sera réconcilié avec le football après la Coupe du Monde en Italie, la plus mauvaise de l'histoire. France 98, à tout seigneur, tout honneur, évidemment un épisode très particulier parce que c'est la première victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde, donc évidemment il y a une émotion très particulière, beaucoup plus forte que ce qu'on a vécu en 2018. En plus, c'est sur le territoire national. La Coupe du Monde est en France. Il y a aussi la première couverture de la Coupe du Monde par Canal. Grosse couverture, 12 heures sur 24, tout le service mobilisé à la manière des JO de Barcelone et d'Atlanta. Donc c'est vraiment des très gros et grands moments. Est-ce que c'est pour autant la phase finale de Coupe du Monde que j'ai préférée? Non. Pour deux raisons assez simples. La première, c'est que ça manque d'exotisme. Moi qui aime voyager, moi qui aime voir autre chose, découvrir, sentir le football de tous les territoires possibles, là c'est en France. Alors même s'il y a une ambiance différente, une couleur différente dans les stades, malgré tout c'est le Parc, c'est le Stadium de Toulouse, c'est la Beaujoire. Bon, c'est moins exotique et ça me passionne moins que les autres Coupes du Monde qui sont l'occasion de découvrir d'autres choses, tout simplement. Ensuite, il y a une deuxième raison, un peu plus personnelle, c'est que je suis pas très en cours à ce moment-là avec Charles Bietri, donc j'étais un peu rétrogradé, moi qui ai vécu des années de bonheur à être dans sa roue, si j'ose dire, et dans son rôle, c'est-à-dire que quand lui ne faisait pas le match, c'est moi qui le faisais en tant que numéro 2, en tant que consultant, et donc je me régale depuis des années à Canal, jusqu'en 96 à peu près, à faire des gros matchs de Ligue 1, de Ligue des Champions, etc., tout ce qu'on peut imaginer, même un match de l'équipe de France avec Michel Denisot une fois, bref. Là, je suis beaucoup moins en cours, je ne fais plus de matchs depuis quelques temps, je fais plus des jours de foot ou autre, et pour la Coupe du Monde, je ne ferai pas de match, sauf un, que je raconterai en dernier. Et donc, je fais plutôt les loges. Mais cela dit, c'est très sympa parce que je vis la Coupe du Monde du début à la fin. Je suis sur le match d'ouverture jusqu'à la finale. Je fais France-Sud à Marseille, France-Paraguay à Lens, la demi-finale Brésil-Pays-Bas, remarquable match. Bref, je vis cette Coupe du Monde. Je vais évidemment pas me plaindre, surtout pas. Mais disons que c'est pas le meilleur moment pour moi. Mais il y a quand même quelques anecdotes très personnelles sur cette Coupe du Monde qu'il faut raconter. La première, je reviens 3 mois en arrière, conférence de presse, et je suis chargé, ce qui est tout à fait logique, puisque je fais la Liga depuis maintenant peut-être 6 ou 7 ans, 7 ou 8 ans peut-être même, et notamment autour d'un personnage central qui m'a fait évoluer dans ma vision du foot, qui s'appelle Johan Cruyff. Je suis chargé d'accueillir Johan Cruyff pour cette conférence de presse, parce qu'il sera notre consultant le plus prestigieux de notre équipe pour la Coupe du Monde. Évidemment, c'est un bonheur, j'accueille Johan Cruyff, je l'amène à Charles Bietri, etc. Puis après, je discute avec lui, je discute avec lui et ses amis, ses agents ou autres. Et tout d'un coup, on se retourne, il n'y a plus personne, tout le monde est parti à la conférence. Et je me retrouve dans la situation d'être obligé de l'emmener dans ma polo rouge. Pas très très classe, alors on hardit d'emmener Cruyff, et dès qu'il y a un premier bouchon, je prends un sens interdit, n'importe quoi, mais en tout cas pour l'anecdote, évidemment, c'est un moment fort. Autre moment fort, je suis chargé, avant la Coupe du Monde, d'une étude, d'un documentaire, c'est pas un documentaire, c'est des épisodes différents, qui sont tout simplement les épisodes marquant les évolutions tactiques à travers la Coupe du Monde, donc WM, au 4-2-4, puis 4-3-3, puis 4-4-2, puis 5-3-2, 3-5-2, etc. Et c'est l'occasion d'interviewer donc Cruyff, Zagallo, Bobby Charlton, Bilardo, Menotti, Puskás, c'est un moment évidemment magique et je fais cette série, évidemment c'est passionnant. Autre travail un peu personnel, donc c'est les loges, où dans les loges j'ai Wenger, Cruyff, et puis aussi Courbis, Paganelli ou Bardieng, et c'est assez sympa de pouvoir intervenir
avant match, après match, mais aussi pendant les matchs parfois, comme avec Wenger notamment, quand Beckham prend un carton rouge sur Argentine-Angleterre, évidemment, son témoignage à ce moment-là est assez fort, et ça ramène à cette incroyable victoire de l'équipe de France. J'ai écrit le roman de la victoire, c'est une sorte un documentaire avec la voix de Jean-Pierre Bernard, grand acteur de théâtre. J'ai écrit ce documentaire qui raconte l'histoire incroyable de l'équipe de France gagnant avec Dugarry, Oni, mes buteurs dès le premier match, Zidane expulsé, Chilavert qui résiste avec le Paraguay, l'Italie qui est au bord de gagner avec Baggio, Thuram qui met 2 buts invraisemblables en demi-finale, il n'en a jamais mis, Zidane qui avait jamais mis des buts de la tête, il en met 2 en finale. Bref, ce scénario, c'est le roman de la victoire, c'est un doc que j'ai écrit, ça c'est 6 mois plus tard. Et puis pour terminer, il y a le petit cadeau de Charles Bietri quand même, malgré tout. Le jour de la finale, enfin la veille peut-être, il dit à moi et Denis Balbir qu'on va commenter la finale en 16/9. Alors je pense qu'il y a 3 ministres qui ont dû regarder le match sur cet écran difforme pour l'époque, format qui n'existait pas à l'époque, mais j'ai commenté la finale de la Coupe du Monde. 2002, une Coupe du Monde assez particulière, elle est sur 2 pays, elle est loin, elle est au Japon, en Corée du Sud, beaucoup de décalage horaire, beaucoup de matchs ratés, oui, parce qu'on travaille par ailleurs. Justement, Canal+ ne couvre pas cette Coupe du Monde, donc je la suis surtout pour iTélé, donc pour des émissions plateau autour de l'équipe de France. Et ça va pas durer très très longtemps pour les raisons que vous savez. Zidane se blesse une semaine avant la Coupe du Monde. Climat un petit peu de crise dès que la France perd contre le Sénégal le match d'ouverture. Climat tout de suite très défaitiste, on bat pas l'Uruguay derrière, avec un carton rouge de Thierry Henry, et on perd même contre le Danemark, et fin de l'aventure très ultra rapide. Ce qui fait que les bons moments de cette Coupe du Monde, finalement, ils sont plus liés au parcours du Sénégal. Et je suis obligé maintenant, mais il y a prescription, je peux le raconter maintenant, je suis obligé de vous dire que le France-Sénégal, donc à l'ouverture de cette Coupe du Monde, je le vis à côté de Claude Leroy, ancien sélectionneur du Sénégal, et moi-même qui ai fait mes premiers pas africains au Sénégal. Donc on a un attachement assez particulier pour le Sénégal, et je dois dire, on n'est pas pour le Sénégal, on va pas dire ça, il faut pas exagérer non plus, mais très honnêtement, quand le Sénégal bat la France, on en est heureux. D'abord notre attachement au Sénégal, ensuite beaucoup de joueurs qu'on connaît, la plupart jouent en D1 tout simplement, et la plupart on les connaît, et c'est un exploit retentissant qui amène une telle joie au pays, au Sénégal, qu'on ne peut qu'être heureux, même si évidemment on est déçu pour l'équipe de France, privée de Zidane, et qui a raté son entrée, et qui ratera donc beaucoup plus ensuite. Et puis le parcours du Sénégal va honnêtement être un petit peu le temps fort de cette Coupe du Monde que je suis à la télé, mais que je suis de beaucoup plus loin que d'autres Coupes du Monde. Il y a quand même un très grand moment final pour moi, parce que pour moi Ronaldo est le très grand joueur des années 90, j'adore Zidane. Mais Ronaldo, ce qu'il fait Zidane, il le fait devant le but, ce qui est toujours plus difficile. Et c'est un joueur phénoménal que j'ai découvert à Barcelone en 97, quand je couvrais encore le championnat espagnol, la Liga. Et Ronaldo, c'est un émerveillement, c'est quelque chose, un des joueurs chocs de toutes ces années à suivre le football. C'est un des joueurs où là, tout d'un coup, il y a un choc immédiat lorsqu'on le voit jouer, il se passe quelque chose. Et voir Ronaldo, après tous les malheurs qu'il a eu ensuite, ce genou qui explose à 2 reprises, et on croit qu'il va jamais revenir parce que ce sont des années d'absence entière, et puis finalement le voir revenir un peu alourdi, certes, mais avec toujours autant de classe et autant de talent, et gagner cette Coupe du Monde, en marquant 9 buts pour le Brésil et en étant absolument décisif. Voilà, après le parcours du Sénégal, c'est la deuxième satisfaction, c'est qu'à l'arrivée, ce Brésil qui était tant décrié au départ, qui avait eu un mal fou à se qualifier, et que absolument personne ne comptait parmi les favoris, les 2 grands favoris c'était France et Argentine, allez hop, viré au premier tour, et le Brésil qui regagne cette 5e Coupe du Monde pour son compte. Et quand le Brésil gagne, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis toujours heureux. Le Brésil, c'est le football. Et bon, bien sûr, on peut supporter son pays en premier lieu, et puis peut-être une autre équipe qui nous plaît, ou un attachement avec telle équipe africaine ou autre, mais le Brésil, ça fait partie de notre culture foot, et quand le Brésil gagne, on est forcément heureux, donc voilà. Donc j'étais heureux quelque part à travers cette victoire du Brésil, mais encore une fois, c'est une Coupe du Monde que j'ai suivie d'assez loin. Heureusement, il y avait Sénégal et Brésil. 2006,
2006 et nous ramène en Allemagne. Vous vous rappelez, c'était la première Coupe du Monde que j'avais vécue à la télévision en tout cas. Et alors celle-là, celle de 2006, je vais la vivre alors totalement à la télévision et pour cause, et même dans la soute et dans les sous-sols, parce qu'il faut produire des palettes. Et oui, Canal fait cette Coupe du Monde 2006, donc c'est palettes à gogo, donc à la soute, puis aussi sur le plateau quand même, pour défendre les palettes évidemment, devant les consultants, où il n'y a plus Platini parce qu'il est occupé à la Coupe du Monde. Mais en tout cas, cette palette va régner en quelque sorte sur cette Coupe du Monde 2006 et elle a de la chance parce qu'il y a du jeu, il y a du football dans cette Coupe du Monde. Il y a d'abord l'Allemagne qui est complètement rénovée. Après l'échec de l'Euro 2000, ils ont mis littéralement un plan de développement au point. C'est d'une révolution. On rajeunit l'équipe, on rajeunit les cadres au niveau entraîneur, on forme des jeunes entraîneurs, on rénove le jeu, on veut du jeu, plus du jeu à l'allemande classique. Là, on veut du jeu positif. Et ça marche, avec Jürgen Klinsmann à sa tête et un adjoint qui s'appelle Joachim Löw, on va en entendre parler les années suivantes. Et en tout cas, l'Allemagne anime globalement, remarquablement ce tournoi, que ce soit dans les tribunes bien sûr, mais aussi sur le terrain. Vous y ajoutez l'Argentine, l'Espagne, vous avez des équipes qui jouent au foot et vous avez vraiment un jeu de qualité dans cette Coupe du Monde. Et puis, il y a une énigme qui au premier tour va jouer un rôle néfaste et un très joli rôle au deuxième tour, c'est l'équipe de France. L'équipe de Raymond Domenech est complètement atone au premier tour, elle se rate complètement avec des matchs nuls vraiment d'une grande pauvreté. Zidane est suspendu au bout de 2 matchs, il quitte même la Coupe du Monde pour se ressourcer et va revenir en pleine bourre après une qualification arrachée contre le Togo, qui était un peu la surprise de cette Coupe du Monde et qui résiste à l'équipe de France pendant 1 heure. Ensuite, l'équipe de France parvient à l'emporter grâce à Vieira notamment et passe finalement ce premier tour, mais vraiment sans aucune confiance autour de cette équipe. Eh bien, cette équipe va prouver bien d'autres choses dans le deuxième tour. Les anciens sont les véritables tauliers, les Thuram, Makelele, Zidane, qui sont revenus en cours de route pour assurer une pénible qualification. Je parle même plus du premier tour, je parle de la qualif avant, pour venir déjà à la Coupe du Monde, ça avait été très difficile. Et puis il y a un homme nouveau qui s'appelle Franck Ribéry, et qui va apporter un vent de fraîcheur dans cette équipe. Un vent de fraîcheur qui va balayer l'Espagne en 8e de finale. Première surprise réussie par cette équipe de France. Zidane va survoler le quart de finale contre le Brésil. On a l'impression que c'est le Zidane des grandes années. Ensuite, il y a une demi-finale beaucoup plus difficile contre le Portugal, mais au métier, je dirais, l'équipe de France s'impose finalement. L'équipe de France de Raymond Domenech, incroyable, est en finale de la Coupe du Monde. Et là, il va y avoir des tirs au but, Materazzi, Zidane, le coup de boule, il va y avoir des impondérables qui vont finalement empêcher l'équipe de France de remporter cette Coupe du Monde. Ce sera l'Italie, très opportuniste, qui n'avait pas été beaucoup plus brillante que l'équipe de France dans un premier temps dans cette Coupe du Monde, et c'est elle qui va finalement aller au bout. Et puis cette finale est marquée quand même par un épisode étonnant que je ne vis pas en direct mais que je vis par procuration avec ce qu'on me raconte, à savoir un Blatter qui quitte, lorsqu'il y a le fameux coup de tête, qui quitte la tribune présidentielle foudrage et qui fonce au vestiaire, au bord du terrain, tout simplement parce qu'il a compris que c'était pour la première fois un épisode, nous avons vécu un épisode d'arbitrage vidéo. Il est évident, vu le temps, et la palette s'en occupe d'ailleurs de calculer le temps, combien de temps a-t-il fallu à notre arbitre pour savoir que Zidane avait mis un coup de boule alors que personne ne l'a vu, c'était loin du ballon et qu'aucun arbitre manifestement ne l'a vu. Il a mis 3,30, 3,45, 4,15, je me rappelle plus exactement, mais un temps infini. Et pour cause, parce qu'évidemment, c'est par la télévision que l'arbitre a su qu'il y avait eu ce coup de boule. Et donc Blatter est foudrage, car il est, avec Michel Platini, le tenant d'un arbitrage à l'ancienne et ne veut pas entendre parler de vidéo. Et il sent bien que ce moment de l'histoire du foot marque un tournant qui va être irréversible très bientôt. Et puis, dernière anecdote quand même, et dernier plaisir dans cette Coupe du Monde, on me laisse quand même aller 2 fois en Allemagne quand même, humer l'odeur de cette Coupe du Monde, un match du premier tour et le match pour la 3e place entre Allemagne et Portugal, et les 2 fois c'est l'occasion de voir Michel Platini. C'est en quelque sorte dont je fais l'interview bien sûr, mais c'est aussi un adieu à la palette quelque part, puisque Michel Platini a accompagné la palette de 99 à 2006, ce sont les grandes années
de la palette avec Michel Platini. Et cette Coupe du Monde marque un peu la fin car Platini arrête sa collaboration avec Canal pour s'en consacrer à sa carrière politique football puisqu'il va briguer l'UEFA avec succès. Mais la palette est donc en deuil, même si évidemment je vis ces moments en Allemagne avec Michel Platini comme un petit bonheur sucré en plus. Coupe du Monde ô combien spéciale. Pour la première fois, la Coupe du Monde aura lieu en Afrique du Sud, pays que j'ai découvert en 96 lors de la CAN avec un personnage qui irradie cette CAN, c'était Nelson Mandela, avec Grégoire Marcoton, Claude Leroy comme consultant, que de très très beaux souvenirs, un très beau pays et une forte envie évidemment de vivre cette Coupe du Monde sur site et de la vivre à fond sur ce continent que j'adore. Et puis, il va se passer un certain nombre de choses. En premier lieu, je passe sur les commentaires. Comment se fait-il quand j'entends en Europe? Comment se fait-il qu'on fasse la Coupe du Monde dans un pays comme ça? Au niveau de la sécurité, etc., etc. Puis en plus, c'est en hiver. Ah, tiens, plein de débats très actuels, tout ça. Bref. Passons sur ces choses pour revenir donc au fond de la Coupe du Monde. J'ai plein d'occasions d'y aller. Première chose, la FIFA a engendré un programme de formation de journalistes africains pour que ce soit des journalistes africains, attention louable, qui soient les commentateurs pour l'Afrique. Parce que bien souvent, dans l'Afrique francophone, c'était des Français parisiens qui, de Paris, commentaient la Coupe du Monde pour les Africains, ce qui est incongru, surtout quand la Coupe du Monde est en Afrique. Donc, je suis chargé de ce programme. Génial, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs formations, de faire un peu de casting, de trouver des nouveaux talents et j'ai le plaisir notamment de trouver Martin Kamumim, le Camerounais, Aboubakry Ba, le Sénégalais et d'autres encore qui vont être tous, dans les années qui vont suivre, impliqués dans le développement de Talents d'Afrique dont je m'occupais à l'époque sur Canal+ Afrique. Et donc c'est une mission géniale, sauf qu'il se passe un truc très étonnant à la fin, je ne sais pas pourquoi. Tout d'un coup, je disparais du casting, moi qui ai fait le casting en quelque sorte, et c'est pas moi qui encadrerai ces journalistes pour la Coupe du Monde. Bon, très bien. Pendant ce temps-là, il se trouve que la FIFA m'a contacté sur un autre programme à travers HBS, la société de production. Il s'agit tout simplement de reproduire tout ce que j'ai créé pour Canal, les datas, les palettes, et d'enrichir les programmes des télévisions du monde entier en ce qui concerne l'avant-match, la mi-temps, l'après-match, en produisant tout cela. Donc je vais faire plusieurs voyages à Turin pour développer tout cela. J'embauche un consultant, un ami très cher, le Brésilien Francisco Filho, formateur émérite à Clairefontaine ou à Manchester United. Bref, ça se présente comme un programme passionnant, si ce n'est que je vais évidemment être dans la tambouille, pas trop au stade et surtout dans la tambouille pour fabriquer des programmes. Et puis patatras, quelques semaines avant la Coupe du Monde, Canal+ se réveille et dit bien évidemment, il y a la palette à la Coupe du Monde et bien évidemment c'est toi. Et là, j'ai pas prévu parce que Canal m'avait strictement rien dit jusqu'à un mois de la Coupe du Monde peut-être. Et là, je suis bien embêté parce que je comprends qu'il va falloir faire un compromis. Et le compromis, c'est d'aller en premier lieu en Afrique du Sud, donc pour développer, surveiller que ces programmes démarrent bien. Et puis ensuite, il faudra revenir en France, à Canal, pour faire les palettes. Alors, d'ailleurs, dans la première partie, quand je suis en Afrique du Sud, j'ai déjà les ferments de Naïsna. C'est-à-dire que je commence à entendre dès le début, dès l'arrivée de l'équipe de France là-bas, je commence à entendre, oui, les Français, c'est la seule équipe qui n'a pas voulu faire ci, c'est la seule équipe qui n'a pas voulu faire les interviews là, c'est la seule équipe qui n'a pas voulu aller dans une école, etc. Donc j'entends déjà tout ce qui va faire Naïsna, donc l'équipe de France qui déjà ne s'était pas qualifiée d'une manière un peu incongrue avec cette main de Thierry Henry contre l'Irlande. Bon, déjà c'était mal passé, mais là la cote de l'équipe de France est à 0 et on prépare déjà la catastrophe. Donc je rentre finalement bien avant Naïsna, je rentre en France, je fais mes palettes avec Zidane par exemple, qui est sur le plateau et qui un jour d'ailleurs pendant la pub me dit mais comment tu trouves tout ça? Ça doit être extrêmement difficile, etc. Amusant de la part de quelqu'un qui lui est capable, parce que moi il me faut 17 de revoir 6 fois l'action pour trouver la petite chose intéressante qui va faire le sel de la palette. Lui, tout ça, c'était du direct et balle au pied qu'il arrivait à le faire. Mais bon, évidemment, ce que je lui dis, donc on a des moments comme ça assez amusants. Et puis, au niveau foot, il y a quand même 2 très bons moments dans cette Coupe du Monde.
c'est bien sûr le parcours du Ghana. Je suis évidemment depuis si longtemps, depuis 20 ans presque, à ce moment-là, la Coupe d'Afrique, donc voir le Ghana avec une certaine fraîcheur arriver en quart de finale, et surtout la fameuse main de Suarez à la dernière seconde de la prolongation contre l'Uruguay en quart de finale. C'est le penalty, c'est la qualif enfin d'une équipe africaine qui va aller en demi-finale. Gyan Asamoah frappe au-dessus et toute l'histoire évidemment devient complètement différente. Mais c'est quand même un moment fort et j'oserais dire que c'est un peu le dernier moment fort que l'Afrique ait pu vivre en Coupe du Monde. Allez, peut-être l'Algérie contre l'Allemagne, mais sinon depuis malheureusement le bilan est beaucoup moins savoureux. Et puis savoureux aussi le triomphe de l'Espagne. Alors c'est pas une équipe très spectaculaire, mais la qualité de jeu est là. On retrouve le Barça, disons qu'on est très proche de ce que réalise le Barça dans ces années-là. C'est quand même un football d'une qualité extrême et c'est quand même un vrai plaisir de l'avoir triomphé. C'est d'abord une immense frustration, cette Coupe du Monde 2014 au Brésil, une immense frustration de ne pas la vivre place, alors qu'évidemment, est-ce qu'on peut rêver d'un meilleur endroit pour faire une Coupe du Monde dans le pays du football, le pays qui incarne quelque part la Coupe du Monde, le pays dont on est tous amoureux quelque part côté football. Bref, c'est une immense frustration car il n'est pas question pour moi d'y aller, ni professionnellement, ni même à titre personnel. J'aurais été forcément, même si professionnellement j'y avais pas été, j'aurais forcément voulu aller voir cette Coupe du Monde-là, mais ma femme est très très malade et il est hors de question de partir dans un moment pareil. Et voilà, il y a des choses plus importantes dans la vie. Cette Coupe du Monde, je la vivrai à la télé, je ferai des émissions, je commenterai des matchs pour Canal+ Afrique, mais ça se limitera à ça. Et puis, il y a d'autres déceptions, évidemment, il faut relativiser dans ce contexte-là, mais il y a des déceptions comme le Cameroun. Je suis assez proche de Meleto à ce moment-là, et le voir vivre comme un calvaire, sa toute dernière Coupe du Monde avec le Cameroun, pays qu'il aime tant, sélection qu'il aime tant, et qu'il va la retrouver d'ailleurs comme président de fédération en 2022, mais sa dernière Coupe du Monde en tant que joueur est une profonde blessure, y compris pour moi, parce que vraiment le Cameroun est à la tête à l'envers et disparaît très très vite de cette Coupe du Monde où l'Afrique n'a pas brillé globalement. L'impression est atténuée grâce à l'Algérie. L'Algérie fait un très beau match en huitième de finale contre l'Allemagne. Elle fait très fortement douter la grande Allemagne qui sera championne du monde quelques semaines plus tard. Mais ça n'atténue pas complètement le bilan globalement négatif pour l'Afrique. Et puis la plus grande déception finalement c'est le Brésil. D'une autre manière, parce que le Brésil passe le premier tour facilement, passe les huitièmes, passe les quarts, va en demi-finale. Donc ça semble aller, si vous voulez. Mais je trouve dès le début que c'est too much. C'est trop d'émotions, trop de ferveur, mais trop de ferveur mal maîtrisée, je trouve, quand je vois les joueurs qui chantent a cappella à chaque match l'hymne. C'est très spectaculaire, c'est émouvant, ok, mais c'est presque too much. On les voit pleurer parfois avant match. Et on se dit, mais comment vont-ils maîtriser cela jusqu'au bout? Comment vont-ils tenir dans cette émotion suprême qu'ils vivent? Et malheureusement, toutes nos craintes vont se confirmer dans un match que je commande d'ailleurs sur Canal+ Afrique, ce Brésil-Allemagne, demi-finale. Et là, c'est un désastre absolu. C'est-à-dire, le Brésil commence comme d'habitude, à fond la caisse, pas loin de marquer un premier but d'ailleurs. On se dit, tiens, ils sont dans leur scénario habituel, sauf qu'ils ne marquent pas, et derrière ils prennent 5 buts en une quinzaine ou vingtaine de minutes en cette fin de première période. Et là, c'est un crève-cœur terrible. Moi, j'en suis malheureux, j'en suis malade de voir ça. Je sais plus comment commenter ça. Les Allemands eux-mêmes ne savaient plus comment faire. On a eu des informations ensuite racontant que dans le vestiaire, les Allemands se sont dit, bon, on arrête de marquer des buts, on peut pas humilier les Brésiliens de cette manière-là. Chez eux, c'est le Maracanazo de 1950, en pire en ce qui concerne le score, mais c'est du même niveau. C'est une telle déception nationale que les Allemands ne veulent plus marquer, sauf que Schürrle comprend rien, et il rentre en jeu, il met 2 buts celui-là. Bon, bref, le Brésil prend 7-1, et c'est évidemment un message terrifiant pour cet immense pays de football, dans cette Coupe du Monde, encore une fois, qui visiblement aura tenu toutes ses promesses, mais un peu sans moi, je n'étais pas tout à fait là pour cette grande fête présumée du football. On finit tout simplement par 2018, par la Russie, tout simplement. Alors, en ordre chronologique, la victoire de l'équipe de France, etc. Ça, on va en parler après.
On va d'abord parler de mes souvenirs personnels de cette Coupe du Monde où en fait je suis plus sur les équipes africaines pour Canal+ Afrique. Et donc Ekaterinbourg, Samara, Kazan, Saint-Pétersbourg, où je vais voir les équipes africaines qui malheureusement vont avoir toutes un parcours difficile et être toutes éliminées, les 5 éliminées au premier tour. Mais au moins j'ai la chance d'être sur les 2 équipes qui ont failli passer, ça s'est joué à rien. Pour le Sénégal, je fais le match du Japon, je fais le match de la Colombie malheureusement, pour une bêtise, le Sénégal ne passe pas. Mais au moins, j'hume cette Coupe du Monde, j'appelle Aliou Cissé, le sélectionneur, il me reçoit dans l'hôtel, ça me permet de voir les équipes travailler, vidéos, etc. Je discute évidemment avec Aliou qui enrichit mon commentaire, voilà. Je retrouve l'ambiance de la CAN quelque part, même si c'est en Russie, l'ambiance de la CAN où on peut aller voir les équipes, on a cette chaleur humaine, on vit des moments et c'était exactement la même chose avec Gernot Rohr que je vais voir à son hôtel à Saint-Pétersbourg. Et j'ai droit à un moment de chaleur humaine très sympa. Il y a son frère. Bien sûr qu'on parle de foot, bien sûr, j'enrichis mon commentaire, je prends des notes, mais on est dans un échange, dans un partage. Et finalement, ce qui ressort de ces 11 épisodes sur mes Coupes du Monde, c'est ce qui ressort de toutes les grandes compétitions. C'est-à-dire que oui, il y a des matchs nuls, des victoires, des défaites, très bien. Mais ce qu'il y a surtout, c'est des émotions, de la passion. C'est ça qui reste finalement intact dans ces souvenirs. Et donc voilà, je vis ces moments. Le Sénégal malheureusement donc s'en va. Le Nigeria également, à 5 minutes de la fin, ils prennent un but contre une très faible Argentine, à laquelle je ne donne absolument aucune chance contre la France. Seul le scénario du match me contredira un petit peu, parce qu'il y a eu un petit moment d'angoisse, mais honnêtement, il n'y avait pas photo entre ces 2 équipes. Et parlons de la France d'ailleurs, justement, que je vois au premier match contre l'Australie, où je me dis... Ça, Deschamps, il y a des choses qu'il ne va pas aimer du tout dans ce match, où il y a le premier cas de VAR dans une Coupe du Monde, un penalty pas très évident d'ailleurs sur Griezmann. Bon, l'équipe de France en profite, tant mieux, très bien. Mais le match est très faible, très mauvais de la part de l'équipe de France, et on sent que Deschamps va changer plein de choses, que Dembélé et autres vont en être victimes. Et quand je vois l'équipe de France contre le Pérou, je suis en plateau après le match et je dis 2 choses, mais qui vont se révéler assez prémonitoires, même si personne n'en fait grand cas, bien sûr, c'est normal, on écoute d'autres personnes plus légitimes, mais je dis 2 choses. Je dis 1, le match n'était pas génial, mais la France a gagné 1-0 contre le Pérou, et sur ce que j'ai vu, je pense que c'est une équipe qui ressemble beaucoup à Deschamps. Il a trouvé son équipe, c'est cette équipe qui fera la Coupe du Monde. Et c'est exactement ce qui se passera. Matuidi revient, etc., etc. C'est exactement l'équipe qui ira jusqu'au bout de la Coupe du Monde. Et la deuxième chose que je dis, c'est attention, vous êtes très dubitatif sur l'équipe de France, elle sera, cette équipe-là, très difficile à battre. Je dis pas qu'elle est géniale, je dis pas qu'elle est passionnante ou fascinante, c'est pas l'équipe pour moi, c'est pas du tout l'équipe de Platini, c'est même pas en termes d'émotion, d'attachement, je dirais que c'est même pas l'équipe de 98 qui avait dégagé autre chose. Elle ne me passionne pas cette équipe, mais je préviens, attention, elle sera très difficile à battre. Personne ne la battra, elle sera menée, peut-être 5 minutes dans toute cette Coupe du Monde contre l'Argentine. Tout le reste du temps, elle est restée devant, parfois avec une réussite insolente, la finale, invraisemblable. L'équipe de France, alors là, pour le coup, rate complètement sa première période. On se demande comment c'est possible de mener 2-1 après une première période aussi ratée de la part de l'équipe de France. Mais bref, l'équipe de France en profite, va jusqu'au bout, gagne cette 2e étoile. Le premier coup de cœur, c'est pour le football. Les matchs ont été tellement serrés au Qatar, il n'y avait pas d'équipe qui se détachait, ça a été tellement serré à l'image de cette finale invraisemblable de suspense. Sans doute le scénario le plus inouï de l'histoire des finales de Coupe du Monde. Rien que pour ça, bien, coup de chapeau au football, coup de cœur pour le football qui nous procure toujours ces émotions invraisemblables. Coup de cœur également pour le football, parce qu'il s'impose définitivement avec cette Coupe du Monde comme le vrai grand sport planétaire. C'est le seul sport véritablement mondial quand on voit que les 5 continents sont représentés en 8e de finale de la Coupe du Monde, les 5 continents dans les 16 dernières équipes. Moi, je trouve ça absolument fantastique. Deuxième élément de ce côté universel du football, c'est les progrès de l'Asie.
3 qualifiés, il faut compter l'Australie qui se qualifie dans la zone Asie, donc 3 qualifiés en 8e de finale, progrès fantastique de la part de l'Asie, et progrès bien sûr de l'Afrique, à ma grande joie évidemment. L'Afrique qui a montré énormément de choses, qui a fait quasiment 2 fois plus de points en phase de groupe, 2 fois plus de points que la dernière Coupe du Monde, c'est quand même saisissant. Avec chaque équipe, les 5 équipes africaines ont au moins gagné toutes un match. Il y a eu 2 qualifiés en 8e de finale et un, évidemment, qu'on est obligé de mettre parmi les immenses coups de cœur de cette Coupe du Monde, c'est bien sûr le Maroc, qui a brisé le plafond de verre africain qui était de ne pas arriver à passer les quarts de finale. Ils pouvaient gagner la Coupe du Monde, telle qu'elle s'est déroulée, ils ont été pas si loin. Les héros, Bounou, le gardien, la défense centrale, Aguerd, Saïs, capable de jouer, même blessé dans les pires conditions, un incroyable dévouement pour cette équipe nationale. Amrabat, fantastique au milieu de terrain. Et puis le bouquet, si j'ose dire, c'est bien sûr Ounahi, joueur du SCO d'Angers, 20e de Ligue 1, et qui va littéralement se révéler au plus haut niveau en pleine Coupe du Monde et porter cette équipe du Maroc jusqu'en demi-finale. Ça a été vraiment un coup de cœur fantastique. L'autre caractéristique de cette Coupe du Monde, c'est peut-être un petit peu moins surprenant, mais il faut évidemment en faire un coup de cœur, c'est la prééminence de 2 joueurs qui ont survolé la compétition. Quand vous regardez le classement des buteurs, vous voyez Mbappé avec 8 buts, Messi avec 7 buts, et derrière, les buteurs suivants sont à 4 buts. C'est dire si ces 2 joueurs ont littéralement se sont détachés, ont survolé la compétition et ont emmené surtout jusqu'en finale, portant à bout de bras 2 sélections qui, pour moi, n'étaient pas si extraordinaires que ça. Ni la France ni l'Argentine n'étaient forcément très au-dessus des autres équipes, sauf qu'elles avaient 2 joueurs extraordinaires qui vraiment les ont portés. Je crois que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des joueurs comme ça, de la sorte, et en plus les stars de l'équipe, comme par hasard, mais porter leur équipe littéralement. Bien sûr, on pense à Maradona en 86, éventuellement, mais c'est sans doute un peu moins vrai, Ronaldo de 2002, mais c'est sans doute un peu plus équilibré. Il y avait aussi Rivaldo, il y avait aussi Ronaldinho. Je crois qu'on n'a pas vu une telle dépendance à un joueur depuis fort longtemps. Et alors, dépendance à 2 joueurs dans 2 équipes, bah là il faut peut-être remonter à 74. Cruyff d'un côté, Beckenbauer de l'autre, et RFA et Pays-Bas en finale de la Coupe du Monde. Autant dire que c'est quand même assez rare que des joueurs dominent aussi clairement la compétition. Passons évidemment sur le dernier coup de cœur, c'est cette finale folle, irrespirable, incompréhensible aussi, inexplicable. Comment l'Argentine peut être 3 fois supérieure à la France pendant 70 minutes, 3 classes d'écart, puis tout d'un coup au bord de perdre le match avant même les 90 minutes, et puis à nouveau dominatrice dans la prolongation, et puis à nouveau tout près de perdre ce match avant la 120e minute et rejointe 3 fois par l'équipe de France. Et enfin, ces tirs au but comme parabole d'une Coupe du Monde qui finalement aurait pu prendre des directions bien différentes. Si l'Angleterre, si le Maroc, je crois qu'on aurait pu avoir une finale complètement différente, un vainqueur forcément complètement différent. Vraiment, c'était une drôle de Coupe du Monde, passionnante, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde.